Donc la séquence là, elle est consacrée au système de financement de notre système de santé et l'égalité. Donc quelle dialectique? Donc je vais poser quelques petites données de cadrage, puisque maintenant ça fait près de 2 décennies que notre système de santé connaît des réformes régulières en termes d'organisation, de financement, d'allocation des ressources. Les questions et les motivations sont souvent identiques, hein, je dirais restent les mêmes. Hein. Comment garantir un système d'allocation des ressources qui est juste, équitable, tout en ayant à l'esprit des objectifs de santé publique? Cette préoccupation de l'égalité, c'est un peu le socle de notre modèle social, hein, puisque c'est inhérent à la fondation en 1945 de la sécurité sociale avec Pierre Laroque. Et si même on pousse les choses un peu plus loin, la passion et l'égalité, c'est même quelque chose qui fait partie vraiment de l'ADN de notre pays, parce que j'aime bien cette citation d'Alexis de Tocqueville qui dit que la première et la plus vive des passions que l'égalité des conditions fait naître, je n'ai pas besoin de le dire, c'est l'amour de cette même égalité. C'est ce qu'écrivait il y a 2 siècles de cela Tocqueville dans son livre de la démocratie en Amérique. Malheureusement, notre système a été mis à mal par plusieurs crises économiques, donc principalement à la sortie des 30 Glorieuses. Maintenant, on se pose quand même la question de notre modèle de protection sociale, qui continue d'être éprouvé par un certain nombre de réformes successives, qui alternent entre régulation, voire même rationnement. Hein. Je veux dire, le professeur de Kervas-Doué a parlé ce matin de rationnement dans plusieurs domaines. La crise sanitaire causée par la pandémie mondiale du Covid-19 se poursuit malheureusement par une crise systémique qui place plus que jamais les questions de la santé publique et de la santé au centre de toutes nos préoccupations. Maintenant, 3 ans après l'apparition de ce virus, l'activité hospitalière, elle n'a pas encore retrouvé son niveau d'activité de l'année 2019, ce qui laisse apparaître ce que notre fédération nomme à présent une dette de santé publique. On doit cette expression à Cécile. C'est bien d'avoir Cécile parmi nous. Donc maintenant, la problématique, elle se résume de plusieurs manières. Hein. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quels sont les défis à relever pour le système de financement des hôpitaux pour demain? Comment est-ce qu'on peut concilier un juste financement, mais aussi les priorités de santé publique, puisqu'on sait très bien qu'on ne peut pas dissocier les résultats et les objectifs d'un système de santé et son mode de financement? Et est-ce que les différentes réformes fraîches ou celles qui sont à venir vont pouvoir, et comment est-ce qu'elles vont pouvoir garantir un égal accès, mais aussi l'égalité entre les secteurs d'hospitalisation? Quand on dit égalité entre les secteurs d'hospitalisation, on pense bien public versus secteur privé. Donc, pour cette table ronde, j'ai le plaisir d'avoir 2 intervenants de très grande qualité. On a Cécile Chevance, qui est donc responsable du pôle offre, donc c'est établissement de santé et financement au niveau de la FHF. Et on a aussi Gabriel Nizan, qui est chef du pôle santé publique des hôpitaux universitaires, enfin, c'est juste mais des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Donc, on va tout de suite aller dans le fond des choses. Cécile, je propose qu'on commence par toi. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à tous ces éléments problématiques? Où est-ce qu'on se situe? Quel est un peu un petit état des lieux flash que tu pourrais nous faire sur la question? Alors bonjour à toutes et tous et merci pour l'invitation. Moi je suis ravie d'être là à ce congrès et dans cette jolie ville que j'ai découverte ce matin. Alors le système de santé doit faire face à des défis majeurs qu'il connaît aujourd'hui déjà, qui impactent déjà le système de santé, mais des défis qui vont s'accentuer dans les années à venir. Alors on va tout d'abord être confronté à un mur démographique et épidémiologique et donc à des besoins de santé qui vont être croissants. Le vieillissement de la population, le développement des pathologies chroniques engendre des risques d'augmentation assez sensible de l'activité et des besoins en hospitalisation. Donc ça va impacter l'ensemble du système de santé, mais particulièrement l'hôpital et particulièrement l'hôpital public, avec des risques d'augmentation assez sensibles de passage aux urgences, voire des risques de submersion possible du système de santé et particulièrement des hôpitaux publics. On l'a vu déjà, alors ces besoins de santé croissants vont être en plus
encore aggravée par les changements des conditions climatiques, par l'augmentation des températures et des phénomènes de canicule l'été. On l'a déjà vu par exemple en 2022, où on a constaté pendant l'été 17 000 passages aux urgences liés à des pathologies liées à la chaleur, donc hyperthermie, déshydratation, et qui touchent particulièrement les populations les plus vulnérables et notamment les personnes âgées, dépendantes, qui sont aussi les personnes qui ont le plus recours aux soins et notamment à l'hospitalisation. Comme tu le disais, Thierry, à cela se rajoute également ce qu'on a appelé effectivement à la FHF une dette de santé publique constituée pendant la crise. Alors, au départ, du fait des déprogrammations d'ailleurs qui ont touché la chirurgie et la médecine, voilà, les deux secteurs sont particulièrement touchés, qui impactent également le SMR, puisqu'il y a également eu des baisses d'activité en SMR, mais qui perdurent parce que nous n'avons pas retrouvé encore aujourd'hui un niveau d'activité similaire à celui d'avant la crise, donc un niveau habituel, normal d'activité. Donc non seulement on n'est pas revenu au niveau antérieur d'activité, mais alors on a encore moins rattrapé la dette cumulée. Donc c'est 3,3 millions de séjours, c'est une estimation très très globale, probablement sous-estimée en médecine. Et on constate aujourd'hui, même après la crise ou les épisodes aigus de la crise, c'est pas que du Covid, on sait aussi les vagues particulièrement virulentes qu'on a eues ces 2 dernières années au niveau de la bronchiolite qui a amené des déprogrammations en pédiatrie et un épisode de grippe particulièrement violent également cet hiver dernier. Donc tout cela a amené des déprogrammations, mais on constate que même si aujourd'hui on n'a plus forcément ces épisodes de déprogrammation, on ne retrouve pas ce niveau d'activité normale parce que à ces périodes de crise sanitaire se sont succédées des tensions sur les recrutements, sur les effectifs et donc des tensions sur le capacitaire, sur les blocs, sur les lits ouverts. Alors c'est difficile d'imaginer que ça ne va pas avoir d'impact à terme sur l'espérance de vie, notamment l'espérance de vie en bonne santé, où la France n'est pas forcément d'ailleurs très bien placée. On est bon en espérance de vie, moins en espérance de vie sans incapacité, en bonne santé, en tout cas par rapport à certains de nos voisins européens, comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme l'Espagne, sans pour autant d'ailleurs que ce soit des pays où on dépense forcément plus pour la santé proportionnellement par rapport au PIB. Donc, dans un contexte de raréfaction des ressources, ou en tout cas tension sur les ressources, comment faire face à tout cela, puisque dans le même temps, on constate une dégradation des finances publiques, de la dette publique, des comptes de la sécurité sociale. Alors, pour autant, juste avant la crise, on était quasiment revenu à l'équilibre. On s'en rappelle plus aujourd'hui, mais on était quasiment revenu à l'équilibre. Ce qui n'était pas le cas des hôpitaux publics, dont la situation avait plutôt tendance à se dégrader, puisqu'il y avait un transfert en fait de déficit. Les hôpitaux publics sont aujourd'hui confrontés à un effet ciseau entre des recettes qui ne sont pas au rendez-vous du fait évidemment de l'impact sur l'activité des tensions sur les effectifs et sur les recrutements, alors qu'on a en parallèle une forte augmentation, une forte pression sur les dépenses, avec l'inflation et avec les mesures salariales qui d'ailleurs étaient attendues et bienvenues, mais qui du coup impactent fortement les dépenses. Donc on s'attend pour l'année 2022, même si on n'a pas encore les chiffres définitifs parce qu'on n'a pas les comptes financiers, mais on s'attend à un probable doublement du déficit structurel des établissements avant la crise. Donc un déficit de l'ordre de 1 milliard n'est absolument pas à exclure. On était entre 500 et 600 millions d'euros de déficit structurel avant la crise. Donc voilà en quelques mots les défis majeurs auxquels on va être confrontés. Juste une demande de précision, 1 milliard, c'est les comptes 2022. C'est les comptes 2022. Et avec des perspectives 2023 qui sont encore peut-être plus noires. Puisque sur 2023, on a estimé qu'il nous manque à peu près 1,5 milliard. Alors, sur l'ensemble des établissements de santé, dont un peu plus d'1 milliard sur les seuls établissements publics. Voilà, c'est pour ça que je pense que c'était important de préciser aussi les perspectives 2023. Très bien, je te remercie Cécile. Gabriel, toujours un peu sur l'état des lieux et puis ton sentiment. Tout d'abord, je me joins à Cécile pour les remerciements. Et effectivement, je vais essayer d'apporter le regard du médecin de santé publique que je suis, du médecin de Dîmes. Et avant cela, je vais juste
revenir ce matin. Un des conférenciers, je ne sais plus si c'est de Claire Vasdoué ou M. Robinet, disait son admiration pour l'hôpital. Et j'aimerais vous exprimer une réflexion générale que cela m'inspire. Je pense que l'hôpital, et c'est bien qu'on se le redise de temps en temps, est une des plus belles réussites de notre République. On y trouve de l'équité, de la solidarité, le modèle de protection sociale dont on parlait, qui fait le liant dans notre pays, fait que riche ou pauvre, tout le monde peut y venir se faire soigner. Quelle que soit la pathologie, on y est pris en charge. Pas de sélection de pathologie, pas de sélection de patients, et que la prise en charge soit simple ou compliquée, qu'elle soit coûteuse, le patient est pris en charge, l'hôpital est toujours présent, le jour, la nuit, les week-ends et en situation de crise. C'est bien de se le rappeler parce que nous sommes chargés de beaucoup de missions et ce sont nos valeurs. Et pour autant, il faut le rappeler de temps en temps, on doit en être fier de ces valeurs et il faut qu'on arrive à passer le relais d'un hôpital pas trop abîmé à nos successeurs. Nous représentons énormément pour notre pays et la question c'est est-ce que le système de financement actuel finalement permet la pérennité ou sert cet objectif de pérennité finalement au service de la population de ce qu'apporte l'hôpital. Et on en a connu plusieurs, hein. Il y a eu le prix de journée, on sait qu'il était inflationniste et qu'il fallait en sortir, qu'on n'aurait jamais pu suivre. Et puis ensuite, il y a eu le budget global dont tout le monde s'est accordé à dire qu'il était trop stérilisant, trop figé, n'incitant pas à la recherche de performance dans tous les domaines, et que ça ne pouvait être qu'une parenthèse. Il était macroéconomiquement efficace, et tous les systèmes de financement, finalement, ont leurs défauts. Et on en est venu à la T2A, et c'est de celui-là qu'on parle, et dont on parle, et en plus haut lieu de le renouveler désormais. Et la question qui se pose à nous, finalement, est-ce que la T2A a abîmé l'hôpital? Non, probablement que non. D'abord, il n'y a pas c'est qu'un système de répartition de moyens. La T2A, il faut quand même qu'on se le rappelle, c'est un système mécaniste de répartition des moyens et de régulation qui est embarqué, mais il n'y a pas d'intelligence embarquée dans ce système, c'est-à-dire qu'il faut une politique qui l'anime. Et c'est cette politique-là qui, éventuellement, peut mettre à mal l'hôpital. Alors, inciter à la performance, améliorer la productivité, ce qui était le maître mot, je me rappelle quand on a mis en place la T2A, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était inciter ou donner du sens à l'action. Probablement, parce qu'on en a fait une étude dans le cadre de la FHF, au bout de 5 années de T2A, on a voulu regarder ce que ça donnait parce qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient on segmente l'activité, on fait des activités, d'ailleurs ça c'était récurrent, dont les patients n'ont pas besoin, ça altère la qualité, ça altère l'offre. La T2A c'était juste une émulation, une concurrence, une remise en concurrence, inciter à la modernisation de la gestion, à la médicalisation des indicateurs et du pilotage, et inciter les établissements finalement à avoir une stratégie médicale et à aller de l'avant. Et ce qu'on a vu dans ce rapport qui était fait par la FHF, j'y avais participé, mais c'était sous la houlette du professeur Fagon, et puis il y avait d'autres personnalités qui y ont participé. Sur 50 T2A, on a vu une grosse augmentation de l'activité, et non seulement l'hôpital a bien réagi, mais il a montré son dynamisme. On a augmenté énormément l'activité, ce qui était poursuivi par l'objectif T2A. On a modernisé les systèmes d'information et on a repris des parts de marché. Même sur la chirurgie qui était en déclin, on a repris une forte proportion de la chirurgie au niveau national. Plus 7,2% d'activité entre 2007 et 2012. On est passé de 47,6% à 53,5% de l'hospitalisation complète pour la chirurgie, 26 à 31% sur la chirurgie ambulatoire. La médecine, on a augmenté. Évidemment, là, on n'est pas concurrencé sur la médecine ni sur l'obstétrique, mais on est devenu encore plus représentant. Donc,
et les autres conclusions de cette étude qui avait été faite, je vous en donne lecture rapidement parce que c'est très synthétique, c'est les points positifs. Le dynamisme de l'hôpital, les parts de marché, la productivité, stabilisation des déficits, a priori pas d'effet négatif sur la qualité à travers les bases de données dont on disposait et une enquête faite auprès des établissements, ni d'effet sur la sélection des patients dans le secteur public. Avec des points d'interrogation qui n'étaient pas portés par la T2A, c'est les coopérations. Oui, mais quid des coopérations si on est en concurrence? L'investissement, comment l'investissement est pris en compte dans le tarif de la T2A? Il n'est pas. Incitation à l'efficience, ok, comment on la mesure? Davantage d'équité, c'est des points d'interrogation hein, dans l'allocation des ressources entre les secteurs, parce qu'il y avait une opacité qui persiste, et davantage d'autonomie dans la politique de développement. Ça, c'était les points d'interrogation posés par le groupe FHF. Et des points négatifs, il y en avait tout de même. C'était un système qui était identifié comme inflationniste, puisqu'il incitait, par la construction même des tarifs, à augmenter d'année en année l'activité. Et qu'il y avait des problèmes de régulation, évidemment. Et on a bien vu que pendant des années, la construction de l'Ondam, finalement, n'était pas réalisée pour l'hôpital public, et que ce qui n'était pas réalisé, puisqu'on avait fixé dans la construction tarifaire des objectifs qui étaient trop hauts, ce qui n'était pas réalisé servait finalement à rebasculer d'une manière masquée, mais sur ce qui avait dépassé cette année-là. Donc la T2A n'a pas abîmé l'hôpital public. Il a montré sa performance pendant les premières années, même s'il y avait tous les ingrédients qui ont fait la situation difficile d'aujourd'hui. La T2A n'est qu'un outil et l'hôpital public a réagi d'une manière très positive à cet outil. Et maintenant, il faut qu'on analyse ce qui nous arrive aujourd'hui et qui était déjà avant la crise, mais qui s'amplifie avec la crise sanitaire. Et puisque tu parlais, Cécile, des impacts sur nos établissements, on voit qu'en quelques mois, en quelques années, ces années de crise sanitaire, toutes les parts de marché que nous avions gagnées sur la chirurgie ont été reperdues au profit du privé, puisque au niveau national, on a diminué par rapport à 2019 de 5% la part de la chirurgie pour les CHU. J'ai fait l'analyse que pour les CHU. Certains établissements, notamment du Grand Est, ont diminué de plus de 10% la part de chirurgie depuis entre 2019 et 2022, puisqu'on a réactualisé les chiffres très récemment. Et c'est un réel problème, parce que on voit très bien dans ces mêmes analyses que toute la chirurgie que nous perdons, elle va instantanément dans les établissements publics et ESPIC. Instantanément. Et ça, c'est les analyses qui le montrent. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Peut-être pour compléter ce que vient de dire très justement Gabriel, peut-être rappeler aussi que le tout T2A ou la fin du tout T2A n'est pas une réalité à l'hôpital, et c'est même à l'hôpital public, c'est même un non-sens puisque nous avons un financement largement mixte. Puisqu'en moyenne, le financement à l'activité représente entre 50 et 60% des ressources des établissements. Et si on prend que la T2A stricto sensu, c'est-à-dire les GHS et les recettes des GHS, c'est en moyenne 37%. Alors, c'est très variable évidemment d'un établissement à l'autre, ça dépend de la taille. Le financement est plus mixte dans les gros établissements qui ont beaucoup de financement à la dotation, au forfait, notamment des missions MIGAC, missions d'intérêt général, des mairies, missions d'enseignement, de recherche et d'innovation. Mais quand même, globalement, l'hôpital public est certainement l'acteur du système de santé à avoir le financement le plus mixte, qui n'est pas le vrai des autres acteurs qui ont un financement essentiellement à l'activité, essentiellement à l'acte. Des confusions aussi qui mélangent un peu et qui confondent financement à l'activité et financement à l'acte. Le financement à l'activité reste quand même une activité au forfait qui couvre l'intégralité des coûts d'un séjour. Et puis effectivement, comme tu l'as dit, c'est pas tellement la T2A qui est qu'un outil de ventilation avec des qualités et des défauts, mais qui a le mérite quand même d'avoir une certaine objectivité. C'est plutôt le mécanisme de construction et de régulation de l'Ondam qui ont effectivement posé problème et qui ont essentiellement pesé d'ailleurs sur l'hôpital et notamment l'hôpital public, avec effectivement une construction et une régulation essentiellement comptable,
annuel, voire infra-annuel, donc générant une incertitude très importante de combien on va avoir à la fin de l'année par rapport à ce qui a été voté par le Parlement, ce qui impacte évidemment beaucoup les décisions d'investissement, cette incertitude, non basée sur l'évolution des besoins de santé et les priorités de santé publique, non basée sur l'évolution réelle des charges, donc avec des mesures d'économie qui étaient demandées chaque année, et avec une place insuffisante à l'hôpital comme ailleurs dans le système de santé français, accordée à la prévention et à la pertinence. Merci Cécile. Alors, venant-en peut-être, on en a largement parlé, mais on n'est pas allé au fond du sujet, sur le service public finalement hospitalier, le secteur public hospitalier et sa singularité, parce que là, plusieurs questions me viennent à l'esprit. Vous pouvez me donner un peu votre analyse là-dessus. Est-ce qu'on parvient finalement à la fin d'un paradigme de financement pour les missions et les suggestions du service public? L'autre question aussi qu'on entend souvent, je veux dire, dans votre quotidien, vous l'entendez, est-ce qu'on joue à armes égales avec le secteur privé lucratif et non lucratif? Je crois que c'est une question qui a tout intérêt aussi à se poser. Et finalement, T2A et santé publique, bon, Gabriel a commencé aussi à donner des éléments, mais voilà, aujourd'hui, où est-ce qu'on se situe par rapport à notre système de financement et la santé publique, avant d'être vers les pistes, mais ça sera la troisième partie de nos échanges. Je laisse peut-être Cécile, puis après Gabriel. Alors, peut-être dire pour démarrer que la FHF soutient le principe d'un maintien, et d'ailleurs ça a été dit par le président de la République dans son discours de vœux de début d'année, le maintien d'un financement aux missions, car certaines missions ne peuvent être dépendantes uniquement de recettes d'activités fluctuantes. Je pense au SAMU, par exemple, où effectivement, on se dit qu'on ne peut pas rendre ces financements complètement dépendants de l'activité, puisqu'il y a des charges fixes et un principe effectivement de permanence. Maintenant, les missions du service public hospitalier, ça ne peut pas être à la carte. Ça peut pas être quand on veut, comme on veut, pas trop le soir, pas trop tôt le matin, pas le week-end, pas le 15 août, même pas au mois d'août, pas entre Noël et l'an, parce que c'est vrai que ça enquiquine tout le monde. Ça, c'est pas possible. Donc, c'est ce que disait Gabriel tout à l'heure. À l'hôpital public, effectivement, il n'y a pas de sélection d'activités. On fait tout le panel d'activités. D'ailleurs, par exemple, sur la cancérologie, nous sommes les seuls à avoir l'intégralité du panel d'activités et de la gradation des soins. Et on assure, par exemple, l'essentiel des cancers de mauvais pronostic, par exemple. Donc, pas de sélection des activités, pas de sélection des patients. Alors, il faut le rappeler, parce qu'on a quand même vu des amendements qui ont été proposés lors de l'examen à l'Assemblée nationale de la PPL Valletoux, qui justement proposaient d'enlever des conditions de service public hospitalier, comme l'accueil de tous les patients, y compris les patients en situation de handicap et les patients les plus démunis. Et oui, on a quand même eu droit à cela, des propositions d'amendements 2023 en France, qui visent à dire on remplit quand même des missions de service public hospitalier si on n'accueille pas, même si on n'accueille pas de patients en situation de handicap et des patients démunis. Donc pour nous, le financement à la mission d'intérêt général, la mission de service public, il doit être assorti d'obligations strictes et de contrôles rigoureux, avec un renforcement des cahiers des charges. Alors on pense particulièrement à la permanence des soins. Là aussi, la permanence des soins, c'est tout le temps. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et tous les jours de l'année. Et on est à la recherche, bien évidemment, d'un meilleur équilibre entre secteurs, parce que l'essentiel des suggestions repose quand même sur peu d'acteurs. Alors, en ville comme à l'hôpital, d'ailleurs, à l'hôpital, en établissement de santé, c'est essentiellement l'hôpital public qui assume la permanence des soins. Et même en libéral, on voit que à peine 40% des médecins généralistes participent à la permanence des soins ambulatoires. Donc, qu'on propose, qui nous semble effectivement le plus pertinent, c'est de rattacher cette obligation de participer à la permanence des soins aux autorisations d'activité. C'est-à-dire qu'elle conditionne
l'attribution, le maintien, le renouvellement des autorisations de soins. Alors soit autorisation de soins ou autorisation d'ailleurs d'équipements lourds. Hein. C'est effectivement les deux, parce qu'aujourd'hui, plus que la rémunération, même si c'est un élément d'écart entre les secteurs, mais plus que la rémunération, c'est effectivement le poids des suggestions du travail de nuit. Et là, on est certainement non pas à la fin d'un paradigme, mais au début, puisqu'il y a une nécessité de revaloriser effectivement les suggestions, revaloriser financièrement les suggestions et notamment le travail de nuit, les gardes et les astreintes. Et ça, pour le coup, ça a été un angle mort du Ségur de la santé. Oui, mais quand bien même on revaloriserait, l'histoire récente fait qu'il y a des pics qu'on n'arrivera pas à assumer. On sort finalement d'une vingtaine d'années où il y avait des lieux communs dès qu'on sortait, dès qu'on était dans des réunions avec les pouvoirs publics, je m'en souviens très bien, où on pouvait dire l'hôpital coûte trop cher, on pouvait entendre l'hôpital est désorganisé, on pouvait entendre tout ça et ça aboutissait à quoi? À une volonté d'économie comptable, comme tu disais, de rééquilibrage. Non, je comprends pas bien les motivations, mais en tout cas, ça aboutit à une doctrine pendant plus d'une vingtaine d'années de réduction capacitaire. Alors, elle avait débuté. Comme l'ONDAM était sous-exécuté et que les établissements étaient quand même déjà en déficit, ils étaient en crève et ils étaient plus perméables, on va dire, à ces réductions capacitaires qui étaient sollicitées. Ce qui fait qu'elle a débuté, cette réduction capacitaire. Elle s'est accélérée alors que plus personne ne la demandait, la réduction capacitaire, mais faute de combattants. C'est-à-dire qu'après la crise sanitaire, ça ne nous était plus demandé curieusement. Mais les soignants sont partis. Et du coup, on est dans la réduction capacitaire qui nous était prescrite d'avant. C'est-à-dire qu'on nous disait dans mon établissement, il faut vous diminuer de 250 à 300 lits. C'est ce qu'on vit là actuellement, en raison de l'absence des soignants. Et ça donne quoi? Ça donne un début de catastrophe sanitaire. C'est-à-dire que les urgences sont saturées, c'est-à-dire qu'on n'arrivera pas, même si on a plus de moyens, à assumer ces pics. Et du coup, quand on parle de suggestion au service public, ça veut dire qu'on a organisé finalement notre système de santé en faisant comme si les établissements publics et privés participaient à finalement absorber ces pics. Or, mis à part la première et peut-être la deuxième vague, on ne retrouve plus les autres établissements SPIC et privés dans une aide raisonnable, puisqu'ils en ont une partie des moyens finalement de la prise en charge des soins au niveau de la permanence des soins au niveau territorial. Et on se retrouve avec une absence d'aval des urgences qui est terrible, des équations qui sont insolubles et personne pour nous aider du côté du privé. Peut-être que c'est en train de changer, peut-être qu'il y a des textes qui sont en train de passer, mais là, il y a une urgence. Et peut-être que ce n'est pas juste la suggestion, mais il faut qu'il y ait un mécanisme de subsidiarité qui soit déclenché lorsqu'il y en a besoin et que nous ne soyons pas, nous, les seuls à avoir cette charge, parce qu'en plus, ça accélère le départ des soignants qui restent. Parce que la pression est telle, morale et de travail, que c'est une fuite vraiment... on assiste, quand bien même on pourrait recruter quand on aurait les moyens, et qu'il y aurait des personnes sur le marché, elles préfèrent 10 fois aller dans des établissements où il n'y a pas de permanence des soins et où on est mieux payé. Donc c'est ça notre problème aujourd'hui, et il faudrait qu'on puisse évoluer rapidement sur le fait que oui, les établissements privés ont le droit de faire de l'activité, mais ils participent à un tissu sanitaire, et c'est ça la priorité si on veut pouvoir s'en sortir. Je crois que Gabriel a utilisé plusieurs termes forts, urgence, évolution, évoluer. Finalement, ça nous emmène un peu à la troisième partie de notre table ronde, de nos échanges. Quelle piste d'évolution, vers où aller, quelles sont les propositions de la FHF un peu pour réformer le système de financement, mais aussi se poser la question finalement, une réforme de financement, pourquoi faire? Là aussi, ce serait intéressant d'entendre le point de vue d'un médecin de santé publique. Bon, bah, écoute, Cécile, à toi. Alors ça fait déjà de nombreuses années que la FHF porte l'ambition d'une refondation du financement, non pas de l'hôpital public, mais de l'ensemble du système de santé, parce que c'est vraiment une réforme systémique. Il faut vraiment qu'on ait les mêmes incitatifs.
Or, on le rappelle, hein, ça paraît une évidence parce que c'est pas forcément ce qu'on a constaté les années précédentes. Alors, on nous parle toujours d'une réforme systémique de l'ensemble du système de santé qui embarque l'ensemble des acteurs. C'était le cas pour Ma Santé 2022 et ce qu'on a constaté, c'est que dans l'application, c'est toujours les établissements de santé et plus particulièrement l'hôpital public qui est visé. Parce qu'on dit, oui, mais il faut bien démarrer par un bout. On peut pas tout embrasser d'un coup. Puis c'est plus facile. Déjà, on va faire l'hôpital public, et puis après, on va faire tout le reste. Puis en fait, ça s'arrête à la seule réforme de l'hôpital public. On l'a vu par exemple sur les forfaits pathologies chroniques, où l'idée, c'était bien d'embarquer tous les acteurs, parce que fort heureusement, les pathologies chroniques, elles sont pas traitées uniquement à l'hôpital. En situation aiguë d'urgence grave, elles sont fort heureusement prises en charge essentiellement par les acteurs du premier recours. Mais autour de la table, on s'est retrouvé qu'avec les établissements de santé, et finalement, on a forfaitisé uniquement le financement des établissements de santé, et encore pas la partie libérale des acteurs libéraux qui interviennent dans les cliniques. Donc, en fait, on a forfaitisé l'hôpital qu'il était déjà, puisqu'on avait déjà un financement largement mixte. Donc c'est vrai que fort de ces expériences antérieures, on préfère le rappeler, ça a d'ailleurs été dit très clairement et avec force par le président de la République et rappelé par le ministre. Donc on a effectivement rappelé trois prérequis pour cette refondation. Une refondation qui doit s'inscrire dans une logique pluriannuelle. On l'a vu, l'ONDAM est aujourd'hui essentiellement régulé de façon infra-annuelle avec une forte incertitude générée pour les acteurs. Donc c'est pour ça qu'on propose une loi de programmation en santé. Alors, on a une qui semble bien engagée sur la loi Bien vieillir, mais on souhaiterait effectivement, enfin sur la prise en charge des personnes âgées, mais on souhaiterait effectivement avoir également une loi de programmation pluriannuelle, a priori sur 5 ans, un quinquennat sur la santé, qui fixe effectivement les priorités de santé publique, les moyens dont on a besoin pour atteindre les objectifs de santé publique, et dont l'ONDAM finalement annuel découle de cette loi de programmation et des priorités fixées. Et puis, on souhaite également le renouvellement du protocole de pluriannualité des ressources qui a été signé en 2020 avec les fédérations hospitalières, qui a pris fin en fin d'année dernière, en 2022, et qui n'a à ce jour pas été renouvelé. Deuxième prérequis, cette refondation du financement du système de santé doit s'inscrire dans un cadre donc, repensé de construction et de régulation de l'ONDAM. On a vu que les modalités de régulation de l'ONDAM, plus que la T2A, qui ont pesé essentiellement sur les établissements de santé et plus particulièrement sur l'hôpital public, ont vraiment contribué à la dégradation de la situation financière, voire de la situation tout court des établissements publics de santé. Et puis troisième prérequis, cette réforme doit concerner l'ensemble du système de santé et non constituer une énième réforme de l'hôpital public. Alors sur les deux premiers prérequis, a priori, dans les derniers échanges qu'on a eus avec la mission IGAS-IGF, puisque vous le savez, il y a une mission IGAS-IGF actuellement qui travaille sur ce chantier, qui doit rendre ses conclusions début juillet, donc on s'approche. Autant on les sent très à l'écoute et ils ont plutôt tendance à reprendre nos propositions en matière de pluriannualité et en matière de régulation, de règles de régulation de l'ONDAM. Alors, ce qui ne veut pas dire que parce que la mission les reprend, qu'elles seront ensuite déclinées par les pouvoirs publics, puisque ce n'est qu'un avis, ce ne sont que des propositions. Enfin, c'est déjà la première étape indispensable. C'est mal parti pour le troisième prérequis, que ça concerne l'ensemble des acteurs de santé, puisque la mission IGAS-IGF est une mission d'appui à la DGOS, donc elle n'a comme périmètre que les seuls établissements de santé. Et au vu des premières orientations, on va plutôt être sur une réforme du financement d'activités essentiellement réalisées à l'hôpital public. Alors, plutôt avec une bonne intention de la part de la mission, qui est que justement ce sont des activités à sujétion, des activités non programmables, et donc assumé essentiellement par le public. Et donc, l'idée, c'est effectivement de garantir un niveau de financement, de socler une part des activités qui permettent effectivement de ne pas avoir et les suggestions et en plus le problème du financement.
Donc plusieurs principes qu'on a proposés, parce qu'on a évidemment fait remonter des propositions assez précises, mais juste, je vous en rappelais juste les principes. Donc que ça ne soit pas une énième réforme du seul hôpital public. Encore une fois, on s'engage plutôt vers cela. 6 modes de financement mixte, puisque le président de la République a parlé d'un maintien fin du tout et deux, mais tout en maintenant quand même un financement à l'activité. Donc nous, on souhaite effectivement maintenir une part conséquente de financement à l'activité, puisqu'on est déjà de toute façon, nous, dans un financement mixte, de maintenir effectivement un financement à la mission, et puis de moduler certains financements en fonction d'objectifs partagés et communs de santé publique. Le problème, c'est que si on part sur une seule réforme des établissements de santé, nous n'avons pas à nous seuls les leviers pour agir sur la santé d'une population, d'un territoire, et pour agir sur l'amélioration des indicateurs. Donc déjà, ça limite beaucoup la réflexion qu'on peut avoir sur la modulation à la santé publique. Mais si on veut parvenir à améliorer ces indicateurs, il faut que tous les acteurs de santé qui y contribuent aient les mêmes incitatifs. Ce qu'on promeut également, c'est un virage d'un mode de financement du système de santé français qui est encore aujourd'hui essentiellement tourné vers la technique et le curatif. C'est essentiellement cela qui est valorisé aujourd'hui, donc pour aller vers un mode de financement qui prenne plus en compte le préventif et le temps passé par les professionnels auprès du patient. Des financements conditionnés, comme on l'a dit, au partage des contraintes et des suggestions entre secteurs. Des financements à la mission d'intérêt général et de service public conditionnés à des obligations strictes, à des cahiers des charges, avec effectivement des contrôles rigoureux du respect de ces conditions. La question de la pertinence des actes, des soins, des parcours, des prescriptions, des modes de prise en charge, et la question de l'accès aux soins, parce que la pertinence, c'est à la fois réduire les actes redondants, voire inutiles, mais également permettre l'accès à des populations qui sont aujourd'hui exclues du système de santé. Donc, que la pertinence des soins, dans ces deux acceptations-là, soit au cœur de la réforme du financement. Et également, dernier point, que les missions d'organisation, de coordination des parcours au niveau des territoires soient non pas mieux valorisées, mais valorisées tout court, parce qu'aujourd'hui, ça devient des missions essentielles, avec des métiers d'ailleurs de coordination qui se développent, et c'est aujourd'hui une activité qui est absolument pas valorisée, un rôle qui n'est absolument pas valorisé, et également valoriser le rôle de recours de certains hôpitaux publics dans les territoires. Je te remercie, Cécile. Gabriel. J'adhère évidemment à toutes les propositions faites par la FHF. Je vais apporter juste un petit éclairage santé publique, mais avant cela, j'aimerais juste revenir sur le forfait, le financement au forfait dont on nous avait annoncé qu'il allait très rapidement être déployé sur plein de pathologies. D'ailleurs, les sociétés savantes y adhéraient, maladies rénales chroniques et diabète, et les cliniques privées et la médecine libérale. Et même, on en a vu des émanations dans la grande presse. Le Monde titrait « C'est parti » en 2018. Le financement au forfait, c'est parti. Un an après, il y a un autre journal qui disait « Les professionnels de santé contents ». Et puis, finalement, qu'est-ce qu'il en est sorti? Ça s'est arrêté. Enfin, il y avait une task force pour ça. Un gouvernement s'était engagé très fortement là-dedans, il me semble. Et très rapidement, ça a été resserré aux seules consultations des hôpitaux publics, parce qu'évidemment, les médecins libéraux n'avaient pas changé leur manière de travailler, même s'ils avaient dit qu'ils y viendraient dans un premier temps. Les cliniques privées également s'en sont désolidarisées rapidement. Et puis tout ce qu'on nous disait, parce qu'il y avait toute une liste de pathologies chroniques qui suivaient, elles sont passées aux oubliettes. Moi, j'ai peur des effets d'annonce. Une approche plus pragmatique comme celle que la FHF propose semble évidemment plus constructive. Et j'y rajouterais quand même un certain nombre de points qui ont été dits ce matin, et je me demande si tu les as pas redits. Il faut y intégrer le défi
de la transformation écologique. C'est une urgence. On ne peut pas attendre encore plusieurs années avant que nos établissements se lancent là-dedans. Et ça doit être inclus dans le système de financement. Sinon, on ne bougera pas. Et il est important de bouger tout de suite, quelles que soient nos difficultés. Ensuite, il y a un travail qui est à faire. Sinon, on va se prendre les pieds dans le tapis, l'hôpital public. Il y a l'attractivité des carrières. Et ça, il faut que ce soit financé. Et il faut que, au-delà de l'attractivité des carrières, on travaille vraiment la qualité de vie au travail, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de surcharger parce qu'on a des missions de service public et qu'on est seul à les assumer, de surcharger nos infirmières parce que ça les fait fuir vers le privé, et puis finalement les médecins vont suivre. Évidemment, c'est un scénario catastrophe que personne ne souhaite. Et puis, on a un bon système de santé, je pense un excellent système de santé sur le curatif en France. Et il est très à la traîne sur la prévention. Donc, c'est une priorité nationale d'aller vers de la prévention, qui d'ailleurs, au passage, pourrait soulager nos urgences, mais pas au détriment, pas à enveloppe fermée comme d'habitude, pas au détriment en déshabillant finalement le curatif pour mettre une petite coloration de prévention. Il faut évidemment préserver le curatif et rajouter du financement pour assumer collectivement. Et c'est là qu'il manque quelque chose pas dans ce que tu viens de dire, mais dans ce que, visiblement, dans les orientations qui sont prises, on ne pourra pas le faire tout seul. Et il faudra qu'on le fasse dans un modèle qui est à inventer, qui a fait l'objet d'articles 51, mais qui sont difficilement généralisables. Il faut qu'on arrive à travailler au niveau territorial avec les autres partenaires, et notamment avec la médecine de ville. Et pour ça, il faut qu'il y ait un financement. D'abord, la première des choses, et ça, Kervas-Doué nous l'a rappelé ce matin, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à mettre fin au paiement à l'acte. Parce que tant qu'il y aura du paiement à l'acte, ces actions communes avec la ville viendront au détriment, quelque part, d'actes qu'ils auront pu faire et donc de leur porte-monnaie. Donc, je ne vois pas comment ça peut fonctionner dans la durée. Et si on ne prend pas en compte cela, alors à ce moment-là, ça sera difficile d'avoir une industrialisation de l'articulation avec la ville et des actions de prévention. C'est le moment, il y a les CPTS qui se créent, il y a une opportunité maintenant, dans les années qui viennent, vraiment de renforcer notre travail avec la ville, pour peu qu'on nous y autorise, et là, c'est le rôle des ARS, de donner les autorisations, même au public, pour aller travailler hors les murs. Donc, oui, le système de financement peut inciter à ça ou peut freiner, suivant que l'hôpital sera accompagné. Et moi, je me pose la question dans le système actuel, qui peut être le régulateur d'actions que nous mènerions et qui seraient financées et que nous mènerions avec d'autres partenaires. Merci beaucoup pour ces échanges. Je propose peut-être, s'il y a une ou deux questions au sein de la salle, de ne pas hésiter à vous intervenir. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois, ou des interventions, des observations. Bon, je crois que la digestion est en train de... Ah, une question. Si on peut juste faire passer un micro. Je vais arriver. C'est pas tellement une question, c'est plutôt une réflexion. Il y a 2 points. Déjà, juste on a dit, pour revenir sur les forfaits, donc moi je suis néphrologue, il y a eu mis en place du forfait maladie rénale chronique, et franchement, je pense que ça a considérablement amélioré la prise en charge des patients avec une maladie rénale chronique. Donc c'est vraiment une très bonne chose. C'est vrai que ça travaille, enfin, la plupart des forfaits, c'est hospitalo-centré, hein, c'est pas ville-hôpital, mais en tout cas, vraiment, ça a permis d'améliorer la prise en charge des patients avec une maladie rénale chronique. Ça, c'était juste pour revenir sur les forfaits. Alors après, moi, je suis médecin, je comprends pas tout. Et en particulier, je comprends encore moins sur le financement, c'est pour ça qu'en général, je fais confiance à nos directeurs. Mais dans ce que vous nous avez expliqué, je ne vois pas en quoi les modifications du financement que vous demandez va améliorer l'accès aux soins. Parce que quand même, aujourd'hui, le sujet, c'est qu'il y a un manque de personnel soignant, il y a un manque de médecins, en particulier dans les hôpitaux publics, pas trop dans le privé. Et donc ça, c'est un vrai défaut, difficulté d'accès aux soins, en particulier pour les patients. S'ils veulent se faire soigner dans le privé, ce qu'ils peuvent faire, en général, il faut
payer en plus, vous le savez, et ça tout le monde ne peut pas le faire, quoi. Donc je ne vois pas en quoi les modifications proposées vont modifier le problème de démographie médicale et personnel paramédical qu'on rencontre aujourd'hui, qui crée ce défaut d'accès aux soins pour une partie de la population, puisqu'on peut avoir accès quand même aux soins dans le privé, moyennant financement supplémentaire de sa poche. Je vais revenir sur les forfaits, parce que vous avez raison, j'ai été un petit peu transversal. Le premier forfait, celui qui a finalement pu être mis en place, c'est MRC, maladie rénale chronique, et il l'a été en proposant aux néphrologues de financer quelque chose qui ne l'était pas avant. Ah, là, c'est facile, hein, oui, mais tout le reste, toutes les autres étapes, et notamment le fait que ce soit un parcours avec la ville et puis que le forfait vaille pour le patient, parce que c'était ça l'idée de ces forfaits, de ces financements au forfait. C'était pas de financer juste des activités qui n'étaient pas auparavant. C'est trop facile, ça. Donc oui, ce forfait-là, mais on n'a jamais pu aller plus loin. Le forfait diabète, non. Et tous les autres qui étaient prévus aux oubliettes. Et en plus, ça n'a concerné que les consultations de l'hôpital public et en plus au prix d'un recueil qui n'arrête pas de s'alourdir et qui est délirant, quoi. Si on avait proposé ça pour la T2A, mais vous vous rendez compte, si on généralisait à toutes les activités ce recueil dont on se demande... Alors, on se demande quelle est la finalité du recueil de données, d'ailleurs. C'est... Non. Ouais. Il y a des indicateurs effectivement d'activité dedans, des indicateurs de qualité, des indicateurs de satisfaction du patient, recueillis en standard tout au long, et des indicateurs de respect des pratiques. On a tout mélangé, on en a fait un énorme recueil. Donc il y a des gens qui le font très simplement, mais dans d'autres établissements, ils s'en plaignent. Nos néphrologues s'en plaignent amèrement. Ceci n'étant pas le sujet d'ailleurs. Mais bon, ça serait bien si on pouvait quand même avoir un recueil de données plus simple, de mon sens. Hein. Mais c'est pas généralisable, quoi. Il n'y a pas d'autres... c'était censé quand même être une alternative à la T2A. Et c'était en 2018, on est 5 ans après. Bon, alors certes, il y a eu 2 ans de stop, mais on n'en parle plus. Hein, et on en est resté au seul MRC. Et au MRC réduit au périmètre dont j'ai parlé. Alors ensuite, vous avez aussi raison, les évolutions proposées par la FHF sur le modèle de financement, sur le système de financement, hein, ne résolvent pas le problème de la pénurie que nous avons de personnel. C'est-à-dire, si nous avions tout le financement que nous souhaitions, ça ne change rien. Parce que pour l'instant et pour des années, on se demande comment ça a pu se produire, ça. Comment est-ce qu'on ne l'a pas vu venir? Mais pour des années, on n'a pas assez d'IBOD, pas assez de d'IAD et pas assez d'IDE. Et on est dans une pénurie chronique parce que les écoles sont sous-dimensionnées. En tout cas pour les IBOD, j'ai cru comprendre que ça durerait des années avant qu'on puisse espérer normaliser la situation. Mais bon, il faut serrer les problèmes. Là, on parle juste du système de financement qui pourrait être alternatif à celui, ou compléter celui qui est actuellement. Mais il faut se pencher sur l'autre problème, évidemment. Alors pour compléter, peut-être dire que le système de financement, ou l'évolution du mode de financement, il peut accompagner, mais c'est pas lui qui va résoudre tous les problèmes. Souvent d'ailleurs, ça serait, et c'est une directrice d'hôpital assez orientée finance qui le dit, ça peut pas être le début de la réflexion. Normalement, ça devrait être même plutôt la fin. C'est-à-dire qu'on va plutôt parler de la structuration de l'offre de soins sur un territoire, comment on s'organise, comment on organise le parcours, comment on optimise le parcours du patient, avec tous les professionnels concernés. Et ensuite, effectivement, on voit comment on peut accompagner en termes de financement. On fait souvent le contraire quand même en France. Hein. Souvent, on démarre par le financement. C'est quand même essentiel, parce que c'est plus facile. Parce que c'est plus facile, parce que c'est technique, parce que on bouge quelques paramètres, puis comme en plus, il y a Bercy qui dit que de toute façon, l'ONDAM, on ne peut pas le dépasser, et du coup, on s'attaque effectivement au sujet financier, mais ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la réflexion sur le système de santé. Donc juste pour rappeler cela, effectivement, que c'est un incitatif, un accompagnement, mais que ça ne peut pas être effectivement l'entièreté de la réflexion. Pour donner un exemple, alors
l'hôpital public assure un maillage du territoire partout. L'hôpital public est présent partout sur le territoire. Parfois, c'est d'ailleurs un des seuls acteurs présents, ce qui n'est pas forcément le cas pour les autres offres privées. Lucrative ou non, et l'offre libérale, on le sait, et ça suscite suffisamment de débats au niveau national, y compris chez les parlementaires, où il y a beaucoup de questions qui se posent autour de l'installation, autour de l'incitation, autour de l'obligation, autour de la participation à la permanence des soins, et comment on fait effectivement pour attirer les professionnels dans des territoires qui n'attirent pas les professionnels de santé, mais n'attirent personne en fait, parce que souvent les déserts médicaux sont malheureusement des déserts tout court. Donc là, on a des réponses effectivement ou des pistes. Le SAS fait partie effectivement des missions, mais s'il manque de professionnels, de toute façon, voilà, même si on organise mieux les plannings, il manque quand même les professionnels. Alors il y a une réflexion coordonnée dans le cadre d'un article 51, une expérimentation qui est coordonnée par la FHF et qui se base sur 5 territoires pionniers qui avaient démarré cette réflexion, qui est la responsabilité populationnelle, qui vise effectivement à faire travailler l'ensemble des acteurs de santé d'un territoire, alors que ce soit l'hôpital public, les établissements privés, lucratifs ou non, les professionnels de santé libéraux, les médecins, mais aussi les autres professionnels de santé, et également au-delà des professionnels de santé, des acteurs qui interviennent dans le domaine de santé sans être professionnels de santé, comme le tissu associatif, parce qu'on travaille sur 2 pathologies, le diabète de type 2 et l'insuffisance cardiaque. Et dans ces pathologies, et bien évidemment, l'alimentation, la pratique d'un sport, une activité physique adaptée, fait partie également de la prise en charge de la prévention. L'idée, c'est à la fois d'avoir des modes de prise en charge adaptés en fonction du niveau de gravité de la pathologie, mais ça embarque également les populations à risque qu'on identifie pour aller vers ces populations et prévenir l'entrée dans la maladie, ou en tout cas la retarder. Et une fois que la maladie est installée, prévenir effectivement et retarder l'aggravation, éviter les hospitalisations en situation d'urgence aiguë. Ce modèle, dans les 5 territoires, commence à montrer ses effets. Alors, ça fait 3-4 ans, je crois, que ça a démarré avec la crise sanitaire, évidemment, qui a un peu stoppé ou ralenti les travaux. Mais on commence aujourd'hui à avoir des résultats intéressants sur ces territoires, qui d'ailleurs sont tous marqués par la même caractéristique, c'est la rareté des ressources en professionnels de santé. Ce sont 5 territoires où finalement, il n'y avait pas tellement moyen de faire autrement que de travailler ensemble. Vu la rareté des ressources, c'est plutôt effectivement des territoires qui sont en dessous du niveau de la mer en termes d'acteurs de santé, que ce soit des acteurs hospitaliers ou des acteurs libéraux. Donc et avec un mode de financement incitatif, chaque acteur garde son mode de financement actuel, mais effectivement avec un intéressement aux résultats en termes de santé publique, résultats par rapport à soi-même, donc d'évolution effectivement par rapport à la situation de départ de T0, la situation antérieure, mais également par rapport aux autres territoires et par rapport à la France entière. Merci Cécile. Je crois que pour le mot de la fin, Gabriel voulait rajouter un petit élément. Oui, juste, je ne sais pas si c'est le mot de la fin, en tout cas c'est la fin de la table blanche. Mais je voulais rajouter une complexité qui vient se rajouter à tout ça, puisqu'on a parlé de nos difficultés à recruter, des difficultés sur le modèle de financement. Il y a une autre difficulté qui vient se rajouter, et tout cela, donne une accentuation de tout le phénomène. C'est les autorisations, la réforme des autorisations, qui parfois sur des activités qui sont équilibrées, viendront ces autorisations ou sont venues nous mettre dans une grande difficulté. C'est-à-dire que ce qui marchait, tout à coup, est en danger. Pourquoi ? Parce qu'il y a une autorisation qui a été donnée et que donc il y a une activité à déployer, des professionnels à recruter, et on rentre de nouveau dans le cycle qu'on connaît, où la qualité de vie au travail, la pression morale est plus légère dans d'autres établissements que dans les nôtres, puisque nous assumons les missions de service public. Ces nouvelles autorisations nous déstabilisent à chaque fois un peu plus. Alors, sous prétexte de pluralité, probablement que ça part d'une bonne intention et que les patients puissent avoir le choix, mais bientôt, ils n'auront plus le choix.
et on aura juste déplacé des activités d'un endroit où c'était une mission ou inclus dans une mission de service public à un autre endroit, et nous n'aurons plus les moyens d'assumer la continuité de ces activités parce que la concurrence est vive sur l'attractivité. Alors, malheureusement, on va devoir clôturer. Je suis vraiment désolé. On pourra continuer le débat peut-être pendant la pause après.